Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va passer en revue et en toute subjectivité les nouveautés à paraître en juin 2023 chez les différents éditeurs français, à l'exception de Panini qu'on traitera à part, étant donné la quantité de titres qu'ils publient chaque mois. Comme d'habitude pour les titres et les dates de sortie, je me suis basé sur ce qu'indiquent les éditeurs sur leur site, quand ils ont un site et qu'il est mis à jour, et que je les ai pas oubliés dans ma checklist. Bref, si vous remarquez des oublis ou des erreurs, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. On commence par Urban Comics avec un programme relativement petit mais globalement costaud. Et on ouvre le mois avec une très chouette réédition, Justice League Faute d'un clou, d'Alan Davis, qui était autrefois paru chez Panini Comics en 2 tomes. Justice League Faute d'un clou, c'est la traduction des 2 mini-séries The Nail qu'Alan Davis a écrites et dessinées avec Mark Farmer à l'ancrage. Il s'agit d'un Elseworlds qui imagine l'univers DC sans Superman. La faute a un clou dans le pneu du pick-up du couple Kent qui fait qu'ils n'ont jamais retrouvé le petit Kal-El le soir où son vaisseau berceau s'est écrasé sur Terre. Il en découle un univers où les super-héros sont pourchassés par les autorités et où Lex Luthor est à la fois le maire et le héros de Metropolis. Côté dessin, Alan Davis est vraiment à cette époque au sommet de son art, et outre le plaisir de le voir mettre en scène les 3/4 des personnages de l'univers d'ici, côté scénario, ça tient vraiment très bien la route. La première mini-série met en scène un plan machiavélique pour faire passer les super-héros pour des criminels aux yeux de la population. La seconde est plus spectaculaire et illustre un conflit cosmique de très grande ampleur. Dans le genre super-héros classique, c'est vraiment du très bon, et donc, si vous ne l'avez pas, ne ratez pas cette nouvelle édition. Super-héros classique toujours avec Mark Waid, qu'Urban Comics met à l'honneur ce mois-ci avec 3 titres. Tout d'abord, on a le 2e tome de Batman Superman World's Finest, toujours dessiné par Dan Mora. Le premier était tout à fait sympa et celui-ci l'est tout autant. On revient donc dans le passé avec une histoire mettant en scène les 2 personnages ainsi qu'un nouveau venu, un jeune garçon issu d'une terre parallèle et qui détient des pouvoirs extraordinaires mais qui n'est pas vraiment capable de les maîtriser. Le scénario a un côté très old school, le dessin de Dan Mora est toujours aussi efficace, et surtout, ces histoires permettent à Mark Waid d'introduire rétroactivement dans l'univers d'ici des éléments qu'il va ensuite développer dans la continuité actuelle. C'est ce qu'il fait dans le premier tome de Planète Lazarus, qui reprend l'essentiel de la mini-série Batman vs Robin, dessinée par Mahmoud Asrar, ainsi que plusieurs one-shots qui lui font suite. Surtout, on y retrouve un personnage qu'il a introduit dans le premier tome de World's Finest et qui va semer la panique dans l'univers d'ici actuel. La mini-série Batman vs Robin est assez réussie dans le genre menace planétaire globale et elle permet à Mark Waid d'utiliser quantité de personnages d'ici, la plupart liés à la magie et qu'on n'avait pas eu beaucoup l'occasion de voir ces derniers temps. L'intérêt se dilue ensuite à travers toute une série de one-shots réalisés par d'autres auteurs. C'est dommage, j'aurais préféré quelque chose de plus ramassé, mais bon, en matière d'event, même si c'est forcément très inégal, c'est plutôt pas mal. On attendra la parution du 2e tome de Planète Lazarus pour se faire un avis définitif. Dernier titre signé Mark Waid, c'est le premier Flash Chronicles qui réunit les épisodes de l'année 1992. Le site d'Urban Comics ne donne pas le détail du sommaire, mais a priori on devrait avoir les épisodes 58 à 71, soit les derniers numéros écrits par William Messner-Loebs, puis les premiers écrits par Mark Waid et dessinés par Greg Larocque, l'artiste régulier de la série, ainsi que l'annual numéro 5, dessiné par un tout jeune Travis Charest, et Green Lantern numéro 30 et 31 qui sont un crossover avec Flash. Dans l'absolu, on peut regretter qu'Urban n'ait pas fait commencer ses Flash Chronicles au numéro 1, mais le fait est que le nom de Mark Waid est sensiblement plus vendeur que celui de William Messner-Loebs, et surtout, son travail sur le personnage a été beaucoup plus marquant et a introduit un bon paquet de concepts qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Bref, si vous aimez l'univers d'ici en général ou The Flash en particulier, il s'agit d'une lecture tout à fait indispensable. Et on conseillera tout autant l'autre Chronicles du mois, le 2e tome consacré à la Justice Society et à ses aventures, paru initialement en 2000. On a ici les véritables débuts sur la série de Geoff Jones, aux côtés de David Goyer, avec les épisodes 6 à 15, dessinés principalement par Steven Sadowski, ainsi que l'annual numéro 1 et la mini-série Liberty File par Dan Jolley et Tony Harris, un Elseworlds qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vous avez peur de vous lancer dans cette série parce qu'elle met en scène de très vieux personnages de l'univers d'ici que vous connaissez mal, voire
pas du tout. Rassurez-vous, la plupart des lecteurs américains à l'époque où c'est paru n'en connaissaient guère plus, et ça n'a pas empêché la série d'être un succès, notamment parce que tous ces personnages y sont extrêmement bien écrits, et que les scénarios sont vraiment très abordables pour de nouveaux lecteurs. Donc, foncez. Beaucoup plus dispensable en revanche, Red Hood Sourier de Chip Zdarsky et Eddie Barrows, un récit initialement paru dans les 6 premiers numéros de la série Batman Urban Legends, avec donc dans le rôle principal l'ancien Robin, Jason Todd. Dans l'ensemble, j'aime vraiment bien le travail de Chip Zdarsky, y compris ses premiers épisodes sur Batman qu'Urban Comics a publié en début d'année dans le premier tome de Dark City, mais ce Red Hood Sourier est vraiment très médiocre, avec une histoire assez banale et surtout une relation entre Red Hood et Batman qui, de mon point de vue, sonne totalement faux. Et comme en plus j'ai pas un amour fou pour les planches d'Eddie Barrows, celui-ci j'aurais plutôt tendance à le déconseiller. Batman toujours avec le One Bad Day du mois consacré à Mr. Freeze par Jerry Duggan et Matteo Scalera. Je trouve le travail de Scalera ici absolument superbe, mais désolé, à 15€ le tome de 72 pages sans aucun bonus, je continue de faire l'impasse sur cette édition. Restons dans les icônes d'ici avec le 5e et vraisemblablement dernier tome de Superman Infinite qui conclut en partie le travail de Philip Kennedy Johnson sur le personnage. En partie seulement puisque on le retrouvera sur la suite de la série, mais dans un nouveau contexte post-Dark Crisis. On retrouvera également dans ce tome les 3 derniers épisodes de Superman Son of Kal-El par Tom Taylor et Cian Tormey, et enfin le one-shot Kal-El Returns qui contient plusieurs récits réalisés par différentes équipes. Tout ça nous donne un volume assez touffu qui vient conclure une période plutôt réussie de Superman et de sa petite famille. Terminons rapidement avec 2 titres sur lesquels je reviendrai plus en détail dans le courant du mois. Le premier, c'est le 4e tome de The Department of Truth de James Tynion IV et Martin Simmons, dont j'arrête pas de chanter les louanges depuis les débuts de cette chaîne. Ce tome marque la conclusion provisoire de la série, provisoire parce que Tynion a promis qu'il n'en avait pas fini avec cet univers. Autre immanquable du mois, Do a Power Bomb, la mini-série écrite et dessinée par Daniel Warren Johnson. Bon, alors, le tout récent Jurassic League qu'il avait scénarisé était quand même une petite déception, mais ici Daniel Warren Johnson est seul aux commandes et c'est un des rares artistes que je suis sur tous ses projets et où finalement, en ce qui me concerne, la qualité du scénario est presque secondaire, tellement son dessin me fascine et me laisse béat d'admiration. Donc là aussi, on en reparlera plus en détail quand ce sera sorti. A noter qu'Urban Comics propose cet album en 2 versions, l'une en couleur et l'autre en noir et blanc. Pour le noir et blanc, je suis pas sûr, j'ai peur que son dessin et son storytelling y perdent en lisibilité, mais je feuilletterai au moins ça quand ça sortira. Passons chez Delcourt avec un programme de juin qui, j'avoue, m'emballe beaucoup moins. On aura d'abord Guilt, alias la guilde des temporalistes indépendantes, d'Alyssa Whitney et Morrissey. Une histoire de voyage et de paradoxe temporel avec 2 femmes qui tentent de réécrire leur passé et qui vont aller d'emmerdement en emmerdement. Ça démarre plutôt bien, et puis ça tourne assez vite en eau de boudin. Alyssa Whitney n'arrive pas à décider si elle veut écrire le récit intimiste de ses héroïnes ou un gros bordel temporel qui part dans tous les sens, et au final elle échoue dans les 2 registres. Et c'est d'autant plus dommage que Morrissey réalise une très belle prestation, qui mériterait presque à elle seule l'achat de cet album, sauf que le scénario est vraiment trop merdique pour que je puisse raisonnablement le conseiller. On continue avec le 6e et dernier tome d'Oblivion Song de Robert Kirkman et Lorenzo De Felici. Bon, si vous vouliez vous mettre à cette série, là c'est un petit peu tard. Par contre, ceux qui ont aimé seront ravis d'apprendre que Kirkman et De Felici vont remettre le couvert pour une nouvelle série, Void Rivals, un space opéra dont le premier numéro sortira en juin chez Image Comics. La sortie la plus improbable du mois chez Delcourt, c'est sans doute l'intégrale Hunter Killer de Mark Waid, Mark Silvestri et Kenneth Rocaford. Si je me souviens bien, Delcourt a publié ça en 4 tomes, soit les 12 numéros de la série régulière, plus la mini-série Cyberforce Hunter Killer. Aux États-Unis, ces épisodes sont parus entre 2004 et 2010 et sont largement tombés dans l'oubli depuis. La série Hunter Killer était pourtant pas inintéressante. C'est l'histoire d'un groupe de soldats augmentés qui ont pour mission de chasser des types qui possèdent des super pouvoirs et qui ont tendance à faire n'importe quoi avec. Le tout baigne dans une ambiance de paranoïa totale qui amène sans arrêt le lecteur à s'interroger pour savoir qui sont véritablement les bons et qui sont véritablement les méchants de cette histoire. En plus, Mark Silvestri réalise une assez jolie prestation sur la première moitié de cette histoire, et les derniers épisodes sont signés Kenneth Rocaford, à une époque où il commence vraiment à trouver son style.
Le problème, c'est que cette série s'est conclue en laissant quantité d'intrigues en plan, des intrigues qui seront jamais résolues vu que la série n'aura jamais de suite. Parce que la mini-série Cyberforce Hunter Killer, qui est parue quelques années plus tard, est en fait un reboot qui ne reprend que l'idée générale de la première série et utilise même des personnages qui sont censés être morts. Là en plus, Mark Waid assure vraiment le minimum syndical côté scénario. En revanche, Kenneth Rocaford, au niveau dessin, atteint là sa pleine maturité et on a droit de ce point de vue à des choses vraiment superbes. Donc, on peut conseiller cette intégrale Hunter Killer aux fans de Silvestri et de Rocaford. Les fans de Waid, en revanche, allez plutôt faire votre marché du côté d'Urban Comics ce mois-ci. Comme d'habitude, je passe très vite sur le spawn du mois. En juin, c'est le tome 2 de The Scorched, écrit par Sean Lewis et dessiné par Steven Segovia. Et je conclus tout aussi vite les sorties dès le cours du mois avec le tome 3 de Radiant Black, de Kyle Higgins et Marcello Costa, pour la simple raison que j'ai pas encore lu le tome 2 qui traîne encore dans une de mes piles à lire. Promis, j'essaierai de faire une vidéo dédiée quand ça sortira pour me faire pardonner. Chez Comics Initiative est annoncé pour la toute fin du mois Orphan and the Five Beasts, mini-série écrite et dessinée par James Stocco. J'ai pas lu, mais un peu comme avec Daniel Warren Johnson, Stocco fait partie de ces artistes que je suis, quel que soit le projet. De ce que j'ai vu de cette mini qui mélange kung-fu et heroic fantasy, le résultat est graphiquement assez hallucinant, donc j'en serai et on aura l'occasion d'en reparler quand je l'aurai lu. Et en même temps sortira le tome 2 de Star Seeds de Charles Glaubitz. Là encore, côté graphique, on est aux antipodes des canons du genre actuel, mais dans un registre également très éloigné du style d'un Stocco. Là aussi, on tâchera d'en reparler tranquillement quand ça sortira, mais va falloir que je trouve les mots pour raconter cette bizarrerie. Chez Futuropolis, une réédition à se procurer absolument si vous ne l'avez pas, c'est Big Guy et Rusty the Boy Robot. Mine de rien, ça a bientôt 30 ans, ces petites choses-là. C'est paru à l'origine en 1995 chez Dark Horse, quelques années après la première collaboration entre Miller et Darrow sur la mini-série Hard Boiled. C'est à la fois un hommage au Astro Boy d'Osamu Tezuka et aux films de monstres en général et à Godzilla en particulier. Et puis c'est évidemment une prestation totalement démente de Geoff Darrow. Je disais tout à l'heure tout le bien que je pensais de Daniel Warren Johnson et de James Stocco. Bon bah c'est évident que l'un comme l'autre ont dû passer des nuits entières à étudier le travail de Darrow. Et dans le genre, même 30 ans plus tard, ça reste le boss incontesté. En France, c'était paru à l'origine chez Delcourt, ça avait été repris chez Glénat en 2017, et on le retrouvera donc désormais chez Futuropolis, en espérant que l'écrin sera à la hauteur de l'œuvre, mais en règle générale, on peut leur faire confiance pour ça. Chez 404 Comics, sortie annoncée d'Apparition dans le ciel de Berlin-Est, une mini-série signée Jeff Loveness et Lisandro Esteren. Encore un album assez particulier, mais que j'ai beaucoup aimé. À première vue, on pense être face à un récit d'espionnage. L'action se situe à Berlin au début des années 70, à l'époque donc où la ville était séparée en deux par le mur, avec les Occidentaux d'un côté et les Soviétiques de l'autre. Et d'espionnage, il en est effectivement question ici, mais le récit va très vite prendre une direction beaucoup plus science-fiction et beaucoup plus philosophique, si on veut. L'histoire de ces espions qui font face à une forme de vie inconnue permet aux scénaristes d'interroger quantité de choses qui vont du politique à l'intime, en s'interrogeant en particulier sur la notion de vérité, et ça donne un récit qui n'est pas forcément très spectaculaire, mais qui est vraiment intéressant. Et si je ne suis pas toujours fan du dessin de Lisandro Esteren, ici je trouve que son trait convient vraiment très bien au scénario de Loveness. Bref, on en reparlera, mais vous pouvez d'ores et déjà le noter sur vos tablettes. Chez Black River, sortie de Hotel avec 2 L, une mini-série de John Lees et Dalibor Talajic. 4 histoires qui se déroulent au même endroit et au même moment, dans un hôtel qu'on retrouvera ni dans le Petit Futé, ni dans le Guide du Routard. À première vue, ça ressemble à une anthologie horrifique, comme les récents Silvercoin ou Ice Cream Man chez Huggin et Monin. La subtilité ici, c'est que, au fil des épisodes, on découvre que chacun entretient des liens avec les autres, et que, même si chaque histoire peut se lire indépendamment des autres, on se rend compte que tel événement dans telle histoire trouve son explication dans telle autre. C'est plutôt bien foutu dans la construction, et c'est dans l'ensemble assez varié, donc c'est plutôt une bonne surprise. À noter qu'aux États-Unis, cette mini-série a déjà eu droit à une suite. Chez iComics, sortie de Heroes, un album des Tortues Ninja qui réunit toute une série de récits par Brian Lynch et Franco Uru.
Chez Néophélis Éditions, j'ai déjà présenté l'intégrale Voltaire d'Alfredo Alcala dans le dernier Une semaine en comics. J'y reviens pas si ce n'est pour vous inciter vraiment à y jeter un coup d'œil, tant certaines planches d'Alcala sont à tomber tellement elles sont belles. Mais Néophélis annonce également une deuxième sortie en juin, le deuxième tome de Red Sonja par Frank Forn. Le premier, qui date déjà de 2019, présentait les épisodes parus dans Marvel Feature, plus les 3 premiers numéros de Red Sonja parus début 1977. On devrait donc avoir là la suite et la fin de sa prestation sur ce titre, soit les épisodes 4 à 11. Et comme le premier tome, on devrait retrouver ces épisodes en noir et blanc, ce qui franchement ne retire rien aux planches de Forn, bien au contraire. Bref, un classique à découvrir ou à redécouvrir. On termine en allant faire un tour chez Vestron. Je passe rapidement sur le tome 2 de G.I. Joe Maximum Action, consacré aux épisodes initialement parus chez Marvel. Plus intéressant de mon point de vue, le tome 1 de Transformers vs G.I. Joe, une maxi-série écrite et dessinée par Tom Scioli, à qui on doit en particulier Fantastic Four Grand Design, ainsi que La vie extraordinaire de Jack Kirby, qui est paru en France chez Huggin et Munnine, sans oublier la bien barrée série Godland, écrite par Joe Kelly. Bref, autant de base j'ai à peu près aucun intérêt ni pour Transformers ni pour G.I. Joe, autant je suis curieux de voir ce que Scioli peut en faire, un peu comme ce qu'a fait Michel Fiffé dans G.I. Joe Sierra Muerte que Vestron avait publié l'an dernier. Autre sortie Vestron intéressante du mois, Godzilla Cataclysme de Cullen Bunn et Dave Wachter. Là aussi ça fait partie des travaux sur Godzilla intéressants en raison de l'artiste à qui on a confié le personnage. C'était déjà le cas avec le Godzilla The Half Century War de James Stokoe, auquel j'avais consacré une vidéo l'an dernier, ou Godzilla in Hell, auquel Stokoe et Wachter ont participé. Là, en plus, le scénario de Cullen Bunn tient la route. On est dans un univers post-apocalyptique où l'apocalypse a été causée par Godzilla et tous ses petits copains. Les humains survivent comme ils peuvent dans les ruines de l'ancien monde, jusqu'à ce que les monstres débarquent à nouveau. Bref, le scénario est très correct et Dave Wachter réalise des planches assez exceptionnelles. Donc, amis des monstres et des beaux dessins, ruez-vous dessus dès que ça sort. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En cas d'erreur ou d'oubli ou de changement de programme, n'hésitez pas à glisser un petit mot dans les commentaires. On se retrouve très vite pour les sorties de juin chez Panini Comics. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.